Dans la dernière vidéo, j'ai évoqué le marché asiatique comme étant le prochain potentiel catalyseur d'un bull run historique. Vous avez été très nombreux à me demander en commentaire que je développe ce point en particulier, donc j'ai décidé de vous faire une vidéo sur le sujet. Historiquement, l'Asie n'est clairement pas le paradis des cryptos, en tout cas de notre point de vue occidental. En septembre 2017, la Chine et la Corée du Sud mettent en place des mesures drastiques contre le secteur crypto en interdisant les ICO et ordonnant la fermeture des plateformes d'échange sur leurs territoires respectifs. Avril 2018, même son de cloche côté indien, avec la Banque centrale de l'Inde qui interdit aux institutions financières de traiter avec des sociétés impliquées de près ou de loin dans l'industrie crypto. En juin 2020, côté japonais, on observe un durcissement des réglementations sur les actifs numériques pour lutter contre le blanchiment d'argent, notamment avec l'introduction de règles strictes pour les échanges concernant les transactions anonymes. Au premier trimestre 2021, c'est la Chine de nouveau qui fait plonger le cours du Bitcoin en interdisant le minage sur son territoire national ainsi que tout service financier lié aux crypto-monnaies. Sur fond de protection des investisseurs et considérations environnementales, la Chine travaille également à ce moment-là à l'introduction de son e-yuan, sa monnaie numérique de banque centrale. Bref, vous l'aurez compris, les puissances asiatiques sont historiquement plutôt hostiles à l'émergence des cryptos et elles le font savoir. Et si tout ça n'était pas si catégorique? Comme souvent, la réalité n'est ni toute blanche ni toute noire et il convient de regarder objectivement ce qu'il se passe du côté de nos voisins de l'Est, tant au niveau réglementaire qu'au niveau des usages et des contextes socio-économiques, et c'est exactement ce que nous allons voir dans cette vidéo. Le marché des cryptos existe depuis de nombreuses années maintenant et globalement on peut statuer qu'il existe une corrélation assez importante entre la quantité de monnaie en circulation et la capitalisation des cryptos. Pour la faire simple, lorsque la liquidité augmente au niveau mondial, le marché des cryptos en profite, parce qu'il y a mécaniquement plus de capitaux susceptibles d'entrer sur ce marché encore très jeune. La liquidité globale est gérée par les grosses banques centrales mondiales comme la Fed aux États-Unis que vous connaissez bien, ou bien la BCE en Europe par exemple. Ces puissances mettent en place des politiques monétaires tantôt accommodantes, tantôt restrictives, pour diverses raisons politiques et économiques. Parmi ces raisons, la dernière en date, vous la connaissez, c'est l'inflation, qui a poussé la Banque centrale des États-Unis à agir en réduisant la liquidité en circulation. On appelle cette politique le quantitative tightening. En gros, il s'agit d'une stratégie monétaire utilisée par les banques centrales pour réduire la quantité de liquidité en circulation dans l'économie. Cela se fait généralement en vendant des actifs financiers tels que des obligations sur le marché, ce qui retire de l'argent du système bancaire. Le but premier est la baisse de l'inflation et la stabilisation de l'économie. Cette politique menée par l'oncle Sam à partir de fin 2021 a évidemment précipité le marché crypto vers les abysses et a rendu frileux l'intégralité de l'écosystème pendant 2 bonnes années. Mais il n'y a pas que les États-Unis dans l'histoire. Spontanément, lorsqu'on pense à l'Asie, on pense forcément à la Chine. Classée deuxième puissance économique mondiale, la Terre du Milieu fait inévitablement office de figure de proue dans cette partie du monde et son influence n'est plus à démontrer. Les banques centrales chinoises et japonaises sont respectivement les 3e et 4e plus importantes du monde, alors autant vous dire que leur rôle en matière de liquidité globale n'est pas à prendre à la légère. Le truc, c'est que ces deux géants asiatiques opèrent un peu la politique inverse. L'injection massive de liquidité qui a lieu en ce moment fait suite aux politiques zéro Covid opérées en Chine et sont là pour relancer l'économie. Justement, je vous en parlais dans la dernière vidéo, les injections de liquidités sont tellement massives en ce moment que la journée du 17 février fait date en la matière et marque la journée enregistrant la plus grosse quantité de liquidités sur le marché chinois depuis 2004. Vous allez me dire d'accord, mais la Chine a banni les cryptos, pas vrai? Alors, en quoi est-ce que ça nous concerne? Certes, on l'a dit, la Chine est extrêmement frileuse en matière de crypto-monnaie. Mais il existe un territoire en particulier qui se démarque et qui vient remettre cette vision en question, Hong Kong. Pour rappel ou pour info, Hong Kong est une région semi-autonome de la Chine, et même si elle n'est pas directement gouvernée par les pouvoirs chinois, il faut tout de même se rendre compte que les liens unissant les deux puissances sont très étroits. L'interdiction des crypto-monnaies et les discours du Parti communiste chinois à ce sujet devraient interroger par rapport à ce qu'il se passe à Hong Kong. Rendez-vous compte, cette toute petite région a reçu 64 milliards de dollars en crypto entre 2022 et 2023 d'après Chainalysis. Ça ne vous parle pas? Dites-vous qu'en comparaison, la Chine représente 86 milliards de dollars. La différence ne paraît pas énorme dit comme ça, mais lorsqu'on prend en compte la démographie, les chiffres ont vraiment une autre signification. Il y a presque 1,5 milliard de personnes en Chine, contre seulement 7 petits millions à Hong Kong. Cette région au statut un peu spécial est un véritable hub crypto à ciel ouvert, et ce n'est pas uniquement une image qu'il se donne, c'est aussi la conclusion de nombreuses analyses. Par exemple, l'entreprise d'analyse de données financières Forex Suggest a publié un rapport qui classe Hong Kong en première place des nations les plus attractives pour le secteur des crypto-monnaies. C'est là que ce petit territoire administratif prend le contre-pied des politiques chinoises. En juin dernier, Hong Kong a légalisé l'achat, la vente et l'échange de crypto-monnaies pour les particuliers sous certaines conditions, notamment l'obligation d'utiliser des plateformes régulées par la SFC, l'autorité des marchés financiers hongkongaise. À l'heure de l'écriture de cette vidéo, le processus d'attribution des licences est encore en cours, et il n'y a que 2 exchanges qui ont obtenu l'aval de la SFC, mais nul doute que cette liste est vouée à s'allonger dans le futur. Bon, cela dit, en septembre 2023, la région a été secouée par un scandale financier impliquant un exchange non régulé nommé JPEX. À ce moment-là, il est accusé d'avoir escroqué les investisseurs à hauteur de 165 millions de dollars. Cet événement a plusieurs fois été qualifié de l'une des pires crises financières crypto jamais vécues dans la région.
Malgré cette débâcle, Christian Hui, le secrétaire au service financier et au Trésor de Hong Kong, a affirmé devant une cohorte de fonctionnaires et d'autres régulateurs du territoire que cet incident impliquant JPEX n'avait pas ébranlé la volonté du gouvernement de faire de Hong Kong un hub crypto majeur sur le territoire asiatique. Ce n'est pas le premier à faire de telles déclarations, puisque Paul Chan, le secrétaire financier hongkongais, a déclaré vouloir faire de son pays une place centrale pour les crypto-monnaies. Ces discours vont clairement à l'encontre de la politique et des dires de Shanghai concernant notre écosystème, mais il ne faut pas se leurrer. Il est très probable que la Chine se serve de Hong Kong comme d'une sorte de laboratoire d'expérimentation de la blockchain tout en ne jouant pas franc jeu avec le reste du monde. On peut aussi mettre cet état de fait en perspective avec les populations chinoises qui se sont retrouvées avec une monnaie numérique de banque centrale qu'il faut absolument légitimer. Pourtant, tout ça n'a pas l'air de freiner les investisseurs. Depuis que l'économie chinoise et ses marchés boursiers ont commencé à décliner, beaucoup ont décidé de déplacer une partie de leur argent vers les crypto-monnaies. Malgré l'interdiction des cryptos sur ce territoire, les investisseurs chinois utilisent des systèmes D pour contourner le système, avec l'achat sur des plateformes étrangères comme Binance ou encore en ouvrant des comptes à l'étranger. Certains utilisent même des cartes bancaires de petites banques locales en faisant attention de ne pas dépasser certains plafonds pour se faire discret aux yeux des autorités. La baisse de l'économie chinoise pousse de plus en plus d'investisseurs à chercher des alternatives plus sûres, comme les crypto-monnaies, même si cela se fait dans une zone grise de la réglementation. Les investisseurs chinois utilisent aussi leur quota annuel pour investir dans les cryptos. Ce quota est une règle financière en vigueur qui décrète que chaque citoyen chinois a la possibilité de transférer tous les ans l'équivalent de 50 000 $ hors de Chine, donc pourquoi pas à Hong Kong, le tout sans avoir besoin de l'approbation des autorités ou de fournir de justification. Hong Kong, en tant que région administrative spéciale, devient un centre majeur pour le trading de crypto et les autorités chinoises semblent tolérer cette activité dans la région. Cela a évidemment alimenté les spéculations selon lesquelles le gouvernement chinois pourrait s'ouvrir davantage aux crypto-monnaies, avec Hong Kong comme point d'entrée. En parallèle, des études montrent également la relative inefficacité des mesures anti-crypto en Chine, et il va falloir se faire une raison. Même en étant l'un des régimes politiques les plus restrictifs en matière de liberté individuelle au monde, il est très compliqué d'empêcher les gens d'aller sur les cryptos. En Chine, 2 ans après l'interdiction, Binance continue d'enregistrer des volumes records venant d'investisseurs chinois. Et ce n'est pas surprenant. Trouver du rendement est devenu tellement compliqué en Chine que Bitcoin et les cryptos apparaissent naturellement comme un moyen d'investissement alternatif très alléchant. L'activité on-chain n'est pas en reste non plus. Dans le top 15 des pays enregistrant le plus d'activités sur la blockchain, c'est-à-dire en dehors des plateformes d'échange, on retrouve 3 pays asiatiques avec la Chine qui a gagné plusieurs dizaines de places en très peu de temps et qui se place aujourd'hui 13e. Au-delà de la Chine, l'engouement pour le secteur des cryptos en Asie ne passe vraiment pas inaperçu. L'effervescence de la Korea Blockchain Week à Séoul et de Token 2049 à Singapour contraste vraiment avec les climats réglementaires qui règnent dans cette partie du monde. De grandes villes asiatiques comme Bangkok, Jakarta ou encore Kuala Lumpur abritent des communautés de développeurs importantes et des scènes Web3 vraiment foisonnantes. Et au cas où vous doutiez encore de l'appétit des investisseurs asiatiques pour les cryptos, sachez que d'après une enquête d'Accenture, 52% des investisseurs asiatiques ont misé dans les actifs numériques au premier trimestre 2022. En moyenne, les cryptos représentent 7% de leur portefeuille, soit plus que les devises étrangères, les matières premières ou les objets d'art. Cette thèse de l'Asie comme catalyseur du prochain bull market est la thèse de bon nombre d'experts du domaine, à l'image de Cameron Winklevoss, fondateur de Gemini et investisseur de la première heure qui déclarait que le prochain bull run devrait venir de l'Est. À côté de tout ça, on peut aussi penser au climat réglementaire américain qui, malgré l'approbation d'un ETF spot sur Bitcoin, reste encore très flou sur énormément de points. Il n'existe pas encore de cadre réglementaire clair aux États-Unis, ce qui pousse inévitablement certains entrepreneurs à s'installer ailleurs. C'est aussi l'avis de Brian Armstrong, fondateur de Coinbase. Pour lui, le flou juridique couplé à l'hostilité des régulateurs autour des cryptos pourrait faire perdre son statut de hub financier mondial aux États-Unis dans un futur plus ou moins proche si rien n'est fait pour remédier à ça. Cela pourrait évidemment changer très bientôt, car avec le coup de pied dans la fourmilière qu'a donné BlackRock avec son ETF et les élections américaines qui approchent, peut-être que nous sommes à l'aube de bon nombre de changements au niveau des États-Unis. D'ailleurs, en parlant des élections américaines, c'est vraiment un gros sujet qui pourrait impacter l'écosystème crypto dans son ensemble. Et vu qu'elles approchent, n'hésitez pas à me dire en commentaire si le sujet vous intéresse et que vous voulez que j'en fasse une vidéo dédiée. Finalement, malgré les défis réglementaires et la fragilité économique qui sévit côté asiatique, on voit très bien que tout ce beau monde se positionne plus ou moins ouvertement sur la question des cryptos. L'ambition affichée est de plus en plus claire pour ces puissances et chacun veut être le leader de la révolution Web3 de demain. Alors que les réglementations strictes de pays comme la Chine semblent entraver le développement du secteur, des régions comme Hong Kong émergent comme des centres importants, voire primordiaux pour la démocratisation et le développement de nos actifs numériques préférés. Cette tendance s'inscrit dans un contexte plus large de croissance de l'intérêt pour les cryptos dans toute la région asiatique, avec des investisseurs cherchant des alternatives dans un environnement financier instable et surtout en constante évolution. À mon avis, malgré les incertitudes réglementaires et les défis à surmonter, l'Asie pourrait jouer un rôle crucial dans le prochain bull run. Il ne faut vraiment pas sous-estimer cette partie du monde. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un commentaire et un like pour soutenir notre travail. Merci à Thomas qui m'a aidé dans la réalisation, c'était Romain du Journal du Coin, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.